des retours dans les différentes régions. Donc je vous propose qu'on ne prenne pas plus de retard et qu'on entame cette dernière demi-journée de nos travaux autour d'une question qui a déjà été évoquée depuis hier matin, mais qui est une question évidemment importante. En quoi ce programme Un chez soi d'abord peut préfigurer ce que pourrait être une politique publique, une nouvelle politique publique en matière de logement des personnes sans abri. C'est donc autour de cette question que l'on va travailler cet après-midi, comme on l'a fait, avec des interventions et des échanges avec la salle. On reviendra bien sûr dans quelques secondes sur le cas français, mais on aura aussi l'occasion d'aller au Canada, au Danemark et plus généralement dans les pays européens avec la FEANSA. Mais on va tout de suite s'arrêter, revenir sur ce qui nous préoccupe évidemment depuis hier, c'est-à-dire le programme Un chez soi d'abord en France. On a hier fait un bilan à mi-parcours et beaucoup de questions déjà hier et ce matin encore sur sa pérennité, sur la façon dont il pouvait aussi se développer. Et donc on va revenir sur ce cas français avec Pauline Ranter, qui est politologue, qui est chargée de recherche sur le programme Un chez soi d'abord au laboratoire de recherche en santé publique de l'Université de Méditerranée, Aix-Marseille, et également à la fondation la fédération de recherche en santé mentale Nord-Pas-de-Calais, donc à Lille. Pauline Ranter, je vous laisse revenir sur ce cas français. Merci. Alors moi, je vais essayer d'être courte, on m'a dit 15-20 minutes pour qu'il reste 20 minutes d'échange, donc je vais essayer de tenir les temps. Je pense que ce que je vais pouvoir dire fait énormément écho à ce qui a été abordé ce matin, mais de manière peut-être un peu plus ramassée. En fait, les perspectives de déploiement, c'est une question qui reste entière. Je vais donner quelques éléments sur les enjeux de l'implantation qui, à mon avis, recoupent ceux de la pérennisation. Après, il y a un certain nombre d'interrogations auxquelles je ne peux pas répondre sur les perspectives de déploiement. Avant d'aborder les enjeux, je voudrais aborder un peu la chronologie, comment ça s'est passé depuis le début, ce programme. J'ai essayé d'identifier quelques phases qui correspondent à des degrés de greffe dans le territoire, dans les 4 sites qui ont expérimenté, et les raisons pour lesquelles ça s'est plus ou moins bien implanté, ou arrimé à un contexte institutionnel et associatif local. Alors, la première phase, je ne vais pas revenir sur la genèse du programme, parce que, à part dire qu'effectivement, si on revient aux origines, les origines sont marseillaises, autour d'une expérience qui est celle d'un squat dit thérapeutique, qui a effectivement servi un peu d'expérience princeps à une expérimentation, mais qui n'a plus les traits de l'expérience marseillaise originaire, puisque on passe d'un squat dit thérapeutique en centre-ville à une expérimentation de type essai randomisé, multisite, fortement financé. Donc j'ai envie de dire le produit fini n'a plus rien à voir, en tout cas dans sa forme, avec l'expérience de départ. Alors dans la première phase, il est question de choisir les porteurs. C'est déjà tout un programme, puisqu'effectivement les sites sont très différents les uns des autres. Vous savez que dans le programme, il y a à chaque fois un porteur dit sanitaire, un porteur social et un porteur logement qui est plus ou moins le même que le porteur social selon les sites. On va dire le montage classique, c'est un établissement de santé mentale, une association et un pacte. Et le montage parisien et lillois, c'est le fait que le porteur social s'occupe également des questions de gestion locative et de captation de logements. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les porteurs, ils ont des intérêts inégaux à entrer dans l'expérimentation. Ils partagent pour certains un certain nombre de valeurs ou de principes d'intervention que sont ceux du programme, c'est-à-dire
le logement d'abord, le rétablissement et la réduction des risques. Et puis, ils ont aussi des intérêts stratégiques à se positionner, à se lancer dans cette expérimentation, soit par rapport à un contexte plus local et plus ou moins concurrentiel entre leurs homologues, autres hôpitaux psychiatriques, autres associations ou autres porteurs logements. À l'époque où les porteurs s'engagent, on est déjà dans le temps des polémiques et des critiques autour du lancement de ce programme. Alors j'ai envie de dire, il y a des critiques qui sont formulées à l'époque à l'égard du programme qui ne sont pas spécifiques au contenu de ce programme. J'en avais déjà un peu parlé au début de l'expérimentation. En fait, ce sont des critiques qui sont assez classiques, entre guillemets, dès qu'on expérimente quelque chose en prétendant que c'est une innovation. On a effectivement un certain nombre d'acteurs qui disent on va déshabiller Paul pour habiller Jacques, enlever des crédits sur l'hébergement pour les mettre dans le programme Chez Soi d'abord. Certains disent on le faisait déjà avant, donc pourquoi ne pas renforcer le financement de nos actions à nous. Et d'autres argumentent sur le fait que c'est un programme qui est hérité d'un contexte qui n'est pas français mais anglo-saxon, et ils mettent en avant le fait que en France ça n'a rien à voir, ça ne marchera pas, ou en tout cas on ne peut pas implanter tel quel un modèle étranger. J'ai envie de dire ça, ce sont des critiques d'un peu loin qui commencent dès le début du lancement du programme. Quand on regarde d'un peu plus près, au moment où effectivement le programme se met en place, où les inclusions des personnes dans l'étude commencent à se faire, on a deux types d'interrogations qui sont les suivantes. La première, c'est une interrogation sur le statut de ce programme. Est-ce que c'est un programme de soins? Est-ce que c'est un programme de logement? Est-ce que c'est une recherche? On ne peut pas répondre positive à l'une des trois questions. Oui, mais une expérimentation sociale, donc elle a déjà un statut particulier. Est-ce que c'est un programme de soins? Non, en tout cas pas tel qu'il est designé et modélisé au départ. Est-ce que c'est un programme de relogement? Oui, puisqu'effectivement c'est d'abord l'accès dans le logement. Une autre question, une autre critique qui a été très vive, hein, y compris à l'intérieur chez les porteurs. Hein, Martine Lacoste disait ce matin, pour nous ça a été très dur d'avaler la pilule du tirage au sort. Je crois que c'est un élément de cette expérimentation qui a gêné tout le monde dès le départ. J'ai envie de dire presque plus les professionnels que les personnes concernées, puisque au cours de mon travail, mais avec mes collègues de l'équipe qualitative, on fait régulièrement des entretiens avec les personnes qui sont dans le groupe témoin, qui sont des personnes qu'on voit moins, qui existent moins dans les journées nationales. Effectivement, ils ne sont pas présents, mais ils représentent quand même la moitié des personnes concernées par cette étude. Et on se rend compte que, entre guillemets, ils relativisent plus facilement le drame qui consiste à avoir l'enveloppe qui les désigne comme appartenant au groupe témoin que les professionnels eux-mêmes. Et donc ça n'a pas créé, je pense que, je vois Eric Latimer qui opine, parce que je crois que c'était pareil à Montréal. Donc, sachant qu'effectivement, les équipes dédiées et les professionnels partenaires n'ont pas forcément toujours l'occasion, dans le temps long, de revenir sur l'épisode du tirage au sort avec les personnes qui appartiennent au groupe témoin. Et donc, c'est aussi parce qu'ils ne connaissent pas après coup. Je ne dis pas que ça a été facile pour les personnes qui étaient dans le groupe témoin. Hein. C'est pas ça. L'effet n'est pas si dramatique. On a eu quelques refus de participer. Moi, il y a 2 personnes avec qui je m'entretiens depuis 3 ans, donc quand même tous les 3 mois, qui m'ont dit, moi, ça ne m'allait pas du tout. Finalement, Chez Soi, c'est très bien que je sois dans le groupe témoin parce que j'aurais eu un appartement trop petit. Et puis, j'aurais été obligée de voir des gens que je n'ai pas envie de voir toutes les semaines. Depuis, il a trouvé un appartement lui-même, parce que l'offre habituelle fonctionne aussi. Donc, ce n'est pas forcément une issue dramatique. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la situation parisienne est assez différente de ce point de vue-là, puisque je voyais ce matin Éric Pliez qui disait « Nous, on a un bras logé, un bras non logé ». Bon, nous, on essayait de bannir ces termes-là au début de l'expérimentation dans les sites de province. Mais il est vrai que c'est probablement plus vrai que le bras témoin est un bras non logé à Paris que dans le reste du territoire. Donc, c'est probablement aussi plus difficile
d'accepter l'épisode de la randomisation. L'autre élément qui a suscité beaucoup de critiques au début, c'est toujours très au statut de recherche du programme, c'est les critères d'inclusion. Il y a eu des débats interminables entre les équipes d'amont, les équipes partenaires, les équipes qui allaient porter le programme sur finalement qui était éligible à ce programme-là, même si le protocole de recherche a été fait par une équipe de recherche. Ça a suscité des discussions bien après le début des inclusions, puisqu'effectivement, pour un certain nombre de partenaires, c'était un programme d'accès au logement. Il était insupportable que cette personne qui pourtant est très loin des soins et très loin de l'action sociale ne puisse pas rentrer parce qu'elle n'a pas eu un épisode d'hospitalisation dans les 12 derniers mois ou qu'elle n'est pas dépendante à l'alcool. Elle ne rentrait pas dans les critères. Donc ça a donné lieu à beaucoup de débats. Et ça a également orienté les stratégies d'inclusion des partenaires qui, effectivement, en fonction de la façon dont ils percevaient le programme et le processus d'inclusion, avaient des stratégies d'inclusion, qui constituent d'ailleurs des formes de biais dans l'étude quand même. Mais bon, heureusement, Pascal Lequier nous a rassuré hier, les deux bras sont comparables. Et donc, du point de vue de la recherche quantitative, on est bon. Je vais peut-être passer, attendez, parce que j'ai 3 choses à tenir en même temps. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense. La deuxième phase, qui est plus une phase au moment où le programme est vraiment engagé, le processus d'inclusion est un peu rodé. Là, on se rend compte, c'est assez rapide, que, notamment quand on étudie la façon dont la gouvernance locale s'est mise en place, avec les fameux comités de gestion qui réunissaient les porteurs et ou les partenaires plus ou moins resserrés sur l'aspect opérationnel du programme, on a découvert, y compris la recherche, puisque quand je dis on, ça veut dire que pour moi, les acteurs recherche font partie de ces acteurs-là mobilisés dans la gouvernance locale. Il y a un certain nombre de crises de gouvernance qui ont eu lieu dans la première année, qui ont révélé en fait des enjeux plus généraux de compétences et de territoires qui n'avaient pas forcément été anticipés et qui, à mon avis, ne peuvent pas forcément être anticipés quand on fait une expérimentation, qui sont des crises qui avaient plusieurs types d'objets. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'ici, on n'en a pas le temps. Ça a concerné principalement 3 choses, 3 éléments. Le processus de recrutement des équipes, et notamment la question du recrutement des travailleurs pairs. La captation des logements avec des difficultés particulièrement aiguës sur le site parisien et des difficultés également à Lille. Et enfin, un 3e élément qui a beaucoup mobilisé les porteurs, c'est le rythme des inclusions et le décalage éventuel, les tensions que ça pouvait susciter entre l'accompagnement des équipes dédiées et le rythme des inclusions. Ça a duré, on va dire, une bonne année. Ensuite, on est resté, ça s'est un peu plus apaisé. Et les équipes se sont intégrées petit à petit au paysage local, sachant que d'un site à l'autre, ils étaient perçus de manière plus ou moins concurrente. C'est pas du tout la même chose, par exemple, à Lille ou à Marseille, en fonction de l'offre de soins, mais également l'offre en termes d'accompagnement social. Les équipes ont été perçues plus ou moins de manière concurrentes, et c'est un temps où les équipes avec des partenaires, et plutôt à partir de situations individuelles, parfois très tendues, ont réglé leur position, position alternative à une offre habituelle, une position complémentaire ou une position subsidiaire pour intervenir dans les interstices d'un accompagnement déjà existant. Et les points d'achoppement dans les partenariats, on en parlait ce matin, ont été beaucoup moins fortement centrés sur le statut du programme, mais plutôt sur le statut des équipes et le réglage des relations avec ces nouveaux partenaires qui étaient ces équipes médico-sociales. La question, c'était qui fait quoi, voilà, sur le suivi médical, qui fait quoi, qui est légitime à le faire, à partir de quel moment. Alors, on a beaucoup entendu, à un moment, on va passer le relais, mais en fait, dans la plupart des cas, très peu de personnes n'avaient aucun lien avec le système habituel, et donc il a fallu trouver pour les équipes une place dans un accompagnement au milieu de services fragmentés locaux. La 3e phase, c'est très général, je suis un peu désolée de ne pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais j'espère qu'on pourra
en discuter. La troisième phase, pour moi, c'est une phase qui est assez récente, qui est marquée par des rapprochements et des collaborations qui émergent au niveau local, qui sont plus structurées que celles qui se structurent, qui se concrétisent à l'occasion de supervision autour d'une situation individuelle, par exemple, où là, on va effectivement réfléchir à la manière de travailler ensemble avec des partenaires qui ne sont pas donc les porteurs du programme, mais de manière générale et pas seulement à l'occasion d'un suivi particulier. Cette dernière phase, elle est aussi marquée par la fin des inclusions et du coup par les premières réflexions sur l'après-expérimentation et la modélisation. C'est-à-dire qu'on est à mi-parcours en termes d'accompagnement et d'équipe opérationnelle, puisqu'il reste presque 2 ans. On est donc à la moitié, mais les équipes commencent à réfléchir sérieusement avec les personnes sur, j'ai envie de dire, l'après-expérimentation individuelle pour ce qui concerne le maintien dans le logement, éventuellement la question du bail qui pourrait glisser ou pas, et sur le type d'accompagnement qui est souhaitable après 24 mois, qui correspondent aux 24 mois d'intégration dans l'étude. Alors, et le troisième élément qui est aussi plus récent, il y a des formes de participation des locataires à la vie du programme qui sont beaucoup plus remarquables aujourd'hui qu'en début de programme. Sur papier, j'ai envie de dire, le programme annonçait une participation dans la gouvernance qui était assez forte, mais qui n'était pas, comment dire, qui s'est faite de manière un peu aléatoire en fonction des représentants locaux, soit dans le monde des services de la psychiatrie, soit des services d'hébergement. Donc c'était des représentants qui existent déjà, mais qui n'étaient pas des représentants des locataires du programme. Et donc ce qui est un peu nouveau, c'est l'enrôlement des locataires du programme dans la vie du programme, et avec dans certains sites une forme de représentation qui est propre à l'expérience du programme, et non pas l'expérience de l'hébergement antérieur ou l'expérience des troubles et des services psychiatriques. Je regarde pour pas être trop... Je suis bonne. Il me reste 5 minutes. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on expérimente? Le modèle, c'est quoi? Alors, M comme modèle, on l'a dit ce matin. Donc, il y aurait 3 éléments, mais moi, j'en ai ajouté un 4e. C'est le rétablissement, la réduction des risques, le logement d'abord et la forme de l'expérimentation sociale. Ce seraient les 4 éléments, pas forcément inédits, mais en tout cas minoritaires, qui ne sont pas des paradigmes en France. Encore que la réduction des risques, ça commence à être franchement développé. Où est-ce qu'on l'implante, ce programme? Si on prend les différents champs d'intervention qui sont concernés, si on prend la psychiatrie, on voit qu'il y a traditionnellement un modèle médical que décrivait Jean Audin ce matin, un mouvement de réhabilitation qui, en France, est plutôt le fait de professionnels, qui a commencé il y a déjà quelques années, mais qui a pris des formes assez variées, et un mouvement ultra minoritaire qui se revendique du rétablissement. Peut-être ce qu'on peut retenir d'essentiel sur ces... c'est un peu caricatural, hein, mais ça se voulait pédagogique de faire des grandes catégories comme ça. C'est pour susciter la discussion. Il y a quand même une spécificité en France, c'est que le mouvement de réhabilitation, il est beaucoup moins porté par une alliance avec les usagers que dans les pays anglo-saxons. La différence fondamentale quand même, c'est que le mouvement de réhabilitation et les expériences qui s'en réclament sont certes revendiquent comme le rétablissement, une forme d'émancipation par rapport à la réduction des troubles à leur aspect médical. Mais la grosse différence, c'est effectivement qu'on ne raisonne pas du côté du rétablissement en termes d'adaptation par rapport à un déficit ou à un désavantage, et qu'on est beaucoup plus, hein, hier les équipes l'ont dit, sur un travail sur les forces et centralement sur le savoir expérientiel des personnes. Et ça, c'est peut-être la différence. Alors, il y a des ponts quand même entre ces deux mouvements, même au niveau, même concrètement. Vous avez des intervenants ou des équipes qui se disent orientées rétablissement, qui interviennent dans les congrès organisés par le mouvement de la réhabilitation. Donc, il y a quand même des ponts, mais il y a quand même des différences assez majeures.
L'autre domaine, j'ai envie de dire, qui est impacté par le programme, hein, le contexte dans lequel il s'implante, c'est celui des addictions, avec, on va dire, plus historiquement un modèle curatif et un modèle préventif qui a pu prendre la forme de l'intervention en toxicomanie et plus récemment, parce qu'elle est devenue plus institutionnalisée sur le champ de la santé publique, la réduction des risques. Donc là, on est aussi dans un... C'est pas forcément nouveau, mais ça peut être considéré comme minoritaire. Dans le champ de l'hébergement et de l'insertion, je pense que là, c'est pas la peine que je détaille. Je pense que tout le monde voit que, effectivement, comme dans beaucoup d'autres pays depuis les années 90, on est dans un modèle qui est celui de l'urgence sociale, avec Gilbert Pinto l'a redit ce matin, mais vous connaissez ce modèle en escalier où on passe de la rue à l'urgence, à une place en stabilisation, insertion, une maison relais, une résidence accueil, et puis peut-être un logement de forme plus ordinaire, en tout cas, au bout. Et avec cette petite stratégie, je dis petite parce que pour l'instant, elle a pris des formes qui sont a priori minoritaires et expérimentales dans une dizaine de villes en France, le logement d'abord. Mais elles ont quand même un grand point commun avec l'expérimentation un chez soi d'abord. Et s'agissant du quatrième, j'ai envie de dire, champ d'action qui pourrait être impacté par le programme, c'est celui du logement et en particulier du parc social. Là, ce qui est notable, c'est que il y a plusieurs éléments depuis les années 90, on va dire, qui structurent l'accès au parc social en France. D'abord, il y a cette notion de mixité sociale dont certains reviennent, entre guillemets, puisqu'on voit que la façon dont on a essayé de la concrétiser n'a pas forcément correspondu à un accès au parc social des publics les plus défavorisés. Quand on regarde concrètement comment ça s'est passé. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les communautés urbaines, les regroupements de communes dans les très grandes villes ont choisi de la compétence habitat et ont développé des formes de communautarisation des politiques locales de logement, en essayant de rééquilibrer sur le territoire la part, entre guillemets, que chaque commune prenait dans le taux de logements sociaux dans son parc. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Je ne vais pas revenir. Il y a effectivement eu beaucoup de dispositifs depuis les années 90 pour essayer de favoriser le relogement des plus défavorisés. On a eu le PDA-LPD, le FSL, la loi SRU, la loi DALO, etc. Tous ces dispositifs-là créent des critères de priorité. Mais ils ont des forces contraignantes différentes. Et surtout, ils s'ajoutent à ces critères-là des critères qui sont négociés localement, soit entre communes, soit entre collectivités locales. Si je prends l'exemple du Nord, on voit qu'effectivement, on avait la loi DALO qui donnait 7 critères, l'accord intercommunal en donne 13. Les fiches partagées de situation pour accéder au logement qui aident à discuter en commission d'attribution de l'accès au parc social définit une quinzaine de critères. Et on a aussi des fiches qui sont faites par le Conseil général et l'ARS. Donc, ce que ça crée concrètement, c'est une multitude de critères de publics prioritaires. Donc, plus vraiment de public prioritaire. Et dans les commissions d'attribution, ce qui se passe, c'est qu'on a plutôt en creux les critères des indésirables, c'est-à-dire quel est vraiment le motif pour lequel on n'accorderait pas un logement social. En général, sur 2 types de critères. Là, c'est la capacité économique et financière du ménage et les troubles du comportement qui seraient susceptibles de troubler la tranquillité du voisinage. Donc, j'ai envie de dire, on est quand même sur un modèle majoritaire qui effectivement a rééquilibré au niveau entre communes la répartition de la précarité en termes de logement, mais qui n'a pas forcément qui n'a pas bénéficié forcément aux plus précaires qui font des demandes. Peut-être que Gilbert Pinto pourra en parler puisqu'il est assez outillé en la matière. Il me reste 1 minute, c'est ça? 3 minutes, mais c'est merveilleux. Et puis, dernier élément qui caractérise cette expérimentation, c'est qu'elle prend la forme d'une évaluation randomisée avec une méthode aléatoire.
alors qui n'est pas franchement habituel en France, encore que dans le domaine des politiques sociales, ça tend à devenir la norme hein, depuis les années 2000, et que effectivement la loi de finances de décembre 2009, c'est quand même assez relativement récent, fait de la méthode aléatoire une norme, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez expérimenter un nouveau dispositif médico-social en France, vous aurez éventuellement un financement si vous proposez une méthode aléatoire avec une comparaison entre deux groupes. Alors, tout ça pour vous dire que, en fait, la question de l'accès et de l'accompagnement dans le logement, qui est donc celle qu'on devrait se poser pour la suite du programme, ce sont les deux facettes d'une même question, puisqu'effectivement, la gestion des publics qui sont prioritaires dans l'accès correspond en creux à une gestion des risques dans le maintien. Ce qui veut dire qu'en dehors du cadre que l'expérimentation a créé, qui est un cadre artificiel, puisqu'effectivement les personnes éligibles pour accéder au logement, c'est la recherche qui se charge d'en définir les critères. Et effectivement, ça évite à un collectif local, national, à géométrie variable, de définir des critères d'accès. En dehors de cette recherche-là, il y a deux éléments qui pèsent sur la trajectoire dans l'accès et l'accompagnement dans le logement des personnes. C'est certes leur situation individuelle, avec toute cette pléthore de critères qu'on peut mobiliser pour signifier qu'une forme de vulnérabilité correspond à une forme de protection souhaitable par l'accès au logement. Mais cette évaluation-là, elle est combinée à une répartition, on l'a bien vu ce matin, à une répartition de la représentation du risque que l'on a que le relogement, enfin, du relogement de ces personnes. Donc c'est pas seulement effectivement une bataille des critères, c'est aussi une communauté de charges. Je crois que ce matin ça a été dit aussi par Dominique Macchi qui disait acceptons de prendre le risque ensemble. Donc c'est aussi cette question-là qui devra être traitée, j'ai envie de dire politiquement. Pas seulement au niveau national, mais au niveau local, avec tous les partenaires qui pourraient être impliqués, en l'occurrence chez les bailleurs sociaux. Et voilà, donc on a dit M comme modèle, rétablissement, réduction des risques, logement d'abord et expérimentation sociale. Moi, je préfère dire non pas M comme minoritaire, ça reste un modèle minoritaire pour l'instant, mais il ne se présente pas forcément comme une réponse généraliste, puisque les actions des équipes sont quand même subsidiaires hein, la plupart du temps. Elles se font dans les interstices de l'offre habituelle. C'est une réponse qui est intersectionnelle pour prendre en compte deux problématiques qui se croisent, et avec toutes les difficultés que ça pose de décloisonnement. Et c'est une réponse alors spécifique parce que la recherche a décidé qu'on allait s'intéresser à des personnes qui ont des besoins dits élevés. Il y a deux façons d'imaginer la généralisation du programme. Tout le monde dit qu'est-ce qui va se passer après, est-ce que ça va être généralisé ? Soit on imagine que effectivement ça devienne une politique publique avec sa circulaire, ou son décret ou sa circulaire, et qu'effectivement un certain nombre d'acteurs se positionnent pour créer des équipes de type chez soi d'abord. La fidélité au modèle, alors ça déjà ça supposerait qu'effectivement en France on tienne effectivement d'abord que les résultats aillent dans le sens d'une généralisation et qu'ils soient considérés comme suffisamment probants pour qu'on généralise ce modèle. Mais il dépend aussi d'un autre élément, c'est que les porteurs financiers et opérationnels futurs de ces équipes, eux, ont des valeurs dominantes, des cultures dominantes. Donc si effectivement, ils ne partagent qu'un aspect du modèle, entre le rétablissement, la réduction des risques et le logement d'abord, il y a fort à penser que concrètement, on s'éloigne du modèle qu'on a expérimenté. Autre forme de généralisation, parce que j'ai appelé la dissémination, c'est-à-dire... voilà, c'est une dissémination, certains disaient en début de programme une contamination, moi j'aime pas tellement dire comme ça, mais une dissémination, une imprégnation, un partage, ce serait plus positif, des éléments du modèle que sont le rétablissement, le logement d'abord et la réduction des risques. Quelques éléments favorables à la dissémination en France. Il n'y a pas une année où il n'y a pas 10 colloques sur logement et santé mentale avec de multiples expériences qui se sont développées localement, beaucoup d'ailleurs sous l'égide des conseils locaux de santé mentale. On a des appels à projets sur le logement accompagné qui
qui fleurissent. On a également beaucoup plus d'entraide, en tout cas des conditions pour qu'il y ait des associations d'entraide et d'autosupport. La question de la participation des usagers en santé mentale et concernant les addictions est quand même, se reformule petit à petit, et elle est, entre guillemets, je pense, les espaces de concertation, comme les conseils locaux, s'interrogent sur les formes de participation factice ou caution des usagers. L'expérimentation des médiateurs de santé pair, même si elle était microscopique en nombre, a ouvert beaucoup de questionnements dans le monde de la santé mentale. Et puis plus concrètement, Un Chez Soi d'abord, maintenant, fait partie d'un réseau. Un Chez Soi d'abord est un passeur aussi pour des expériences nouvelles ou pour les rendre visibles. Je pense en particulier au fait qu'il y a des services de réhabilitation qui s'orientent de plus en plus, en tout cas cherchent à se former sur leur établissement et sont en contact avec les équipes Un Chez Soi d'abord. Il y a des partenariats plus nombreux avec les bailleurs sociaux, même s'ils ne sont pas massifs dans le programme. Il y a des programmes de type Housing First qui sont en dehors de l'expérimentation nationale, à Caen par exemple, à Ajaccio, à Bordeaux, hein, donc, qui sont des expérimentations qui se réclament du modèle. Il y a un projet débutant de Working First, qui est une sorte de petit frère du programme Housing First à Marseille, avec un projet également à Lille. Et puis il y a ces groupes d'entendeurs de voix qui se sont développés aussi sur le chemin, en tout cas géographiquement quand même, avec des pôles qui correspondent au site d'expérimentation du programme, mais pas seulement. Donc là, je pense que le programme est une sorte de catalyseur pour des initiatives qui existent aussi. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci.